C'est pour le montage. Ah oui, d'accord. C'est parti. Yeah, bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah ouais? Vas-y. Comment s'appelle l'émission? Izu DW Podcast. DW Podcast, première. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW Podcast. Je suis en direct de l'Interglitch, comme vous pouvez le voir, avec le French Restream dans les locaux de l'ICM, qu'on salue aussi. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Salut. Tout ça, Trop bien ça. Magnifique. Et on est avec la famille, parce que c'est la famille de JQQ dans le speedrun, et aussi on a le côté événementiel dont on va parler, et l'organisation. Et pour nous accompagner là-dessus, on a Chacha Max. Salut. Merci. Et Swan. Bonjour. Et John Doe. C'est moi. Enchanté. Donc là, aujourd'hui, moi je découvre, si tu veux, je suis dans le jeu vidéo classique ou dans le jeu de combat, on va dire en particulier. Ah. Je découvre tout ce qui est le speedrun au niveau du concret, en tout cas, du speedrunner même, et de l'event. Et je vois qu'il y a de belles choses de fait, notamment un partenariat avec l'ICM. Comment ça s'est arrivé ? Oula, c'est-à-dire que, en fait, du coup, quand on organisait les précédents marathons qui s'appelaient Bourg-la-Reine, qui étaient à Bourg-la-Reine, depuis jusqu'à 2018, on était en partenariat avec le Téléthon. Et du coup, on a voulu un peu s'émanciper, voilà, pour soutenir en fait une structure, une association peut-être un peu moins renommée, mais au moins que notre action en fait, qui est de faire du speedrun caritatif, que l'argent qu'on récolte ait un peu plus d'ampleur, parce que c'est vrai que quand on ramenait 20 000 € au Téléthon, c'est on va dire un petit grain de sable comparé à tout ce que ça peut engendrer comme structure. Et après, voilà, on a rencontré l'Institut du cerveau qui nous a invités à venir les rencontrer dans leurs locaux. Et du coup, il y a eu 2 personnes de l'association qui sont venues. Et puis, du coup, ouais, en fait, le feeling a tout de suite pris. Et en fait, on n'a pas trop hésité. On a dit OK. On a dit banco. Et en 2019, on était encore donc à Bourg-la-Reine, oui. pour Bourg-la-Reine, pour l'ICM donc. Et là, c'est vrai que cette année, en fait, on s'est déplacé dans les locaux même de l'ICM, puisque l'Institut du cerveau a la gentillesse de nous prêter en fait tout le rez-de-chaussée de leur structure, qui est assez incroyable. C'est un cœur de Paris en plus, à la Pitié-Salpêtrière. D'accord, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que le speedrun, c'est assez, entre guillemets, compétitif parce qu'il y a la compétition avec soi, on va revenir là-dessus, plus la compétition avec les autres personnes qui vont essayer d'établir le record. Mais de ce que je vois en tout cas des events, il y a beaucoup de rapprochements avec le caritatif. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce parallèle ? Pourquoi ce parallèle ? Ça fait depuis maintenant plusieurs années avec notamment les marathons Game Zone Quick, qui sont les marathons américains, qui font ça depuis 2011 maintenant. Et en fait, c'est eux qui ont, on va pas dire un peu lancé la mode, mais disons que quand il y a eu les premiers événements speedrun caritatifs, c'est eux qui ont fait ça. Et après, la sauce a commencé tellement à prendre que y a eu des initiatives un peu partout dans le monde. Et en France, on a décidé de faire la même chose, mais à la sauce française, voilà, avec les structures qu'on a en France d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai que les événements en fait de speedrun online, notamment sur Twitch, avant je crois que c'était sur Justin TV, puis ensuite sur Twitch, ont été très tôt, comme tu disais, liés au caritatif. Ça a commencé effectivement dans les GDQ, dans le garage. C'est ça. Participants, ils ont récolté $10 000. Là maintenant, ils en sont à plusieurs millions chaque année. Et donc, c'est vrai que et je pense que ça a un lien aussi avec ce que tu disais juste avant, avec le fait que le speedrun soit une discipline un peu compétitive par rapport aux autres, par rapport à soi-même, mais une discipline quand même un peu différente par rapport aux autres disciplines e-sportives qui, effectivement, elles sont sans doute moins liées avec le caritatif. Et je pense que il y a un lien en fait. C'est ça. Puis il y a cet aspect un peu communautaire où même si on joue pas au même jeu, mais on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller toujours le plus vite, de toujours repousser un peu les limites que le jeu peut nous apporter. Et voilà, en fait, il y a eu cette initiative. C'était effectivement plusieurs personnes au début. C'était un groupe de copains. Puis ce groupe de copains, il a grandi. Et puis il y en a d'autres qui ont dit bien, moi j'aimerais bien faire ça aussi parce que je fais ça, ça et ça. Venez. Et puis aujourd'hui, c'est devenu presque limite une grande famille, le speedrun, qui aujourd'hui soutient ce genre d'événement, quoi.
C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que avant, par exemple, il y avait le jeu multiplayer local. Ouais. Maintenant, il y a surtout le jeu en ligne. Et le speedrun est la seule discipline qui arrive à créer du jeu multiplayer, chacun dans son coin. C'est vrai. Parce que chacun joue solo. Oui. Mais il y a une communauté, il y a un multiplayer, et une interaction, en tout cas, que ce soit par le record ou par les conseils donnés, avec les autres. Et donc, peut-être que cet aspect communautaire, comme tu disais, est ce qui a façonné l'aspect caritatif à plus grande échelle. Oui. L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est pas comme un jeu e-sport ou jeu de combat ou autre, où on a besoin d'avoir une véritable confrontation en 1 contre 1 ou en équipe, etc. Là, on fait notre chose entre nous et via, à l'époque, des forums ou maintenant via Discord ou même des sites, on se file les tips, on se file les vidéos. Ah tiens, regardez, j'ai trouvé ça, etc. Et de fil en aiguille, on se donne chacun des astuces. Et c'est ça qui est plutôt pas mal en fait dans cette pratique, c'est que rarement, la plupart du temps, tout le monde va se filer les infos, en fait. Il n'y a jamais quelqu'un vraiment qui va garder la chose pour lui. Parce que de toute façon, s'il veut prétendre au record du monde, il va bien falloir qu'il montre une preuve. Et donc, s'il fait quelque chose qui ne garde que pour lui, à un moment donné, ça va être des rusts. Et puis, les gens vont le faire aussi par la suite. L'aspect partage a toujours été, mais depuis les tout débuts du speedrun, même dans les années 90, avec Doom, avec Quake, l'aspect partage a toujours été au fondement même de la discipline. Et donc, c'est pas étonnant, effectivement, qu'on la retrouve aussi dans le fait que, finalement, ce partage soit aussi avec le caritatif, c'est ça. De manière un peu plus large. Et effectivement, comme tu disais, même les runners qui, au début, par exemple, dans les débuts du speedrun, ne partageaient pas leur technique. Moi, je pense à gens comme Todd Rogers, qui avait affirmé avoir eu un temps extrêmement bas sur des jeux comme Dragster, je crois que c'est sur Atari 2600, et qui, en fait, 30 ans plus tard, on a prouvé que c'était pas le cas, que c'était impossible, en fait, mathématiquement, de pouvoir avoir ce temps-là. Donc, je pense que la chance qu'on a dans le speedrun, c'est que, moi en tout cas, c'est ce que je pense vraiment, c'est d'être un peu épargné par la financiarisation ou c'est ça, il n'y a pas de monétisation c'est ça, à discipline, quoi. À part avoir son nom pour une technique ou la ligne numéro 1 du record du monde, il n'y a rien d'autre en fait. Donc, à quoi ça sert de vouloir vraiment se le garder pour lui, essayer d'être tout seul? Puisqu'il n'y a pas de dotation, il n'y a rien à gagner. Enfin, tu fais le record du monde sur un jeu, même si c'est un jeu hyper populaire, tu y gagnes entre guillemets rien, si ce n'est un peu de popularité et tout, mais globalement... Et quelque part, ça donne une occasion de rejouer au jeu, parce qu'une fois qu'on a plié le record, on a assez joué ce jeu, on a entre guillemets plus rien à faire, et quand quelqu'un le bat, ça redonne une nouvelle occasion de rejouer, de retenter quelque chose. Clairement. Mais je voyais qu'on parle des années 80, 90. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le speedrun? On va deviner l'âge sans dire l'âge. Swan, depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis tombé dans le speedrun à peu près comme tout le monde, avec les vidéos sur YouTube de Reel Me Up et Cœur de Vandal, 88 miles à l'heure au début, puis Speed Game sur jeuxvideo.com, leur émission où ils présentaient du speedrun. Alors au début, c'était du tool assisted speedrun, donc du speedrun assisté par ordinateur, où là, c'était un peu la run, entre guillemets, parfaite, mais qui pouvait être difficilement reproduite par un humain, parce que c'est des choses qui pouvaient être faites à la manette, mais qui demandaient genre d'appuyer sur 3-4 boutons en même temps, ce qui, techniquement, n'est pas spécialement faisable par un humain. Et puis, de fil en aiguille, on découvre effectivement que y a des choses qui se font sur Internet, avec Twitch notamment, comme tu disais. Et moi, je suis tombé dedans en 2016 sur un marathon Games Done Quick. Alors, le problème, c'est que moi, j'étais en convalescence, je m'étais fait une blessure. Et donc, du coup, ne faisant rien de mes journées à part me reposer, je suis tombé sur un événement qui était le Summer Games Done Quick en 2016. Et puis, sur le stream du French Rostream. Et en fait, la communauté n'était pas encore aussi grosse qu'elle l'est aujourd'hui. Et il manquait des commentateurs francophones, justement, pour expliquer un peu les jeux. Et moi, j'ai tenté ma chance. Je suis arrivé dans le Discord, et puis je ne suis plus jamais reparti. Donc voilà. T'as découvert sur le French Rostream? Je savais pas ça. Je crois que tu étais déjà là avant. Ah non, du tout. Moi, aussi, je suis arrivé en 2016, je regardais le stream et j'ai entendu quelqu'un dans le chat. C'est plutôt récent, au final. J'entendais quelqu'un en commentaire qui dit n'hésitez pas, il reste de la place pour des commentaires. Et j'ai regardé, j'ai vu, c'était les jeux Kirby, il y avait un blog Kirby. Et c'est totalement mes jeux à moi. Je fais, vas-y, je prends. Et voilà. Je suis comme ça que je suis rentré dans la communauté du French Rostream et je suis plus jamais parti après. Moi, c'est un peu plus ancien. Enfin, c'était pareil, les vidéos de Cœur de Vandal et Reel Me Up qui ont beaucoup
servi à populariser, démocratiser en tout cas cette discipline en France pour un public francophone. Et moi, c'était mon premier événement, je me souviens très bien, c'était le Crystals for Life 2013, retransmis sur la chaîne de Mister MV à l'époque, et qui était en fait un marathon spécialisé dans les Final Fantasy, justement. Donc, on va parler un petit peu avant l'émission. Est-ce que c'était le meilleur Final Fantasy? C'était pas le meilleur Final Fantasy, mais il y avait beaucoup de. C'était tous les Final Fantasy en fait joués en speedrun. C'était déjà. Et moi, je découvrais ça. J'étais. Bon, je suis un fan de Final Fantasy et donc. Il y avait que les Final Fantasy, il n'y avait pas d'autres RPG. Il y avait peut-être d'autres RPG. Il me semble qu'il y avait d'autres RPG avec. T'as raison. Il n'y avait pas que. Mais c'était avait... des speedruns de gros RPG. Oui, c'est ça. C'était spécialisé dans les RPG qui a été remplacé maintenant par le RPG Limit Break qui existe encore aujourd'hui. Et je me souviens d'avoir été fasciné vraiment par cette discipline. Je me dis, ah oui, d'accord, on peut jouer comme ça en fait. On peut finir Final Fantasy 9 en 10 heures. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et effectivement, après, j'ai plus du tout lâché la discipline et ça m'a beaucoup intéressé depuis. Ça. Alors, il y a ceux qui connaissent le speedrun et il y a ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'on peut après donner les objectifs, les catégories de speedrun, parce qu'il y en a. Il y en a peut-être maintenant plus. Maintenant, on va revenir là-dessus aussi. Oui. Mais déjà, en soi, comment est né le speedrun et en quoi ça consiste? Alors, comment c'est né, c'est pareil. Comme on disait, c'était une histoire de partage. Alors, c'était aussi au début d'Internet. Alors, c'est savoir quel était le premier jeu qui a vraiment été speedrunné. Il n'y a pas vraiment de vraie réponse, mais il y avait déjà à l'époque de Doom, le premier Doom, on pouvait en fait enregistrer ses inputs, donc les touches qu'on faisait sur le niveau, et on pouvait les transférer en fait via Internet, soit sur disquette, soit voilà, on téléchargeait. Et en gros, l'ordinateur en fait les reproduisait, et c'est ce qui est né le speedrun un peu comme ça, parce qu'on pouvait voir concrètement comment le joueur lui terminait le niveau et quel bouton il appuyait à tel moment pour cela, quoi. Quelle stratégie il a fait, pourquoi il a pris telle route, pourquoi il a pris telle arme, etc., quoi. Oui, Doom, ça a été vraiment... Et puis Quake aussi. Quake aussi, ouais. Dans les années 90, là, enfin, au tournant des années 90 et des années 2000, ça a été vraiment deux jeux qui ont accompagné la naissance du speedrun, avec également Super Metroid, qui a été vraiment qui est encore aujourd'hui d'ailleurs est un des jeux, peut-être pas les plus renés, mais en tout cas qui sont les plus emblématiques. Un pionnier. Oui, clairement. De cette discipline-là. Et puis évidemment, Super Mario Bros, dont on a vu d'ailleurs. Mario 64 aussi. Mario 64 un peu plus tard, voilà, mais il y a vraiment des j'arrive plus à trouver le mot, mais oui, des jeux notoires, des étapes, voilà, des grandes étapes qui ont jalonné le parcours de naissance du speedrun. Et puis avec des moments assez bouleversants même. Je pense en 2003 par exemple. Alors moi, je connaissais pas encore le speedrun à l'époque, mais il y a beaucoup de speedrunners, notamment des speedrunners américains qui ont maintenant entre 40 et 50 ans, qui sont plus âgés, qui disent tous qu'en fait en 2003 ils ont vu un TAS. Donc un Tool City Speedrun de Super Mario Bros 3 par Morimoto à l'époque, qui était un tasseur japonais. Alors à l'époque on savait pas trop faire la différence entre le speedrun et le TAS justement, et donc ce TAS qui finissait le jeu Super Mario Bros 3 en 11 minutes et en utilisant des techniques complètement folles, quasiment impossibles à reproduire avec une manette de manière humaine, on va dire. Et normal puisque c'était un TAS. Et en fait, le fait que ce soit un petit peu flou, que les frontières soient un peu floues entre les deux, et le fait que ce soit que ça soit aussi fascinant, je pense, a vraiment été un accélérateur en fait pour beaucoup de runners qui l'ont affirmé en tout cas, notamment aux États-Unis. Et tous ces runners d'ailleurs qui ont ensuite été qui ont fondé quelques années plus tard les Game Zone Quick dont on parlait. Ok. Et les grandes catégories du speedrun, parce qu'il y a différentes facettes maintenant. Il y a ceux qui vont essayer de finir en faisant un 100%, il y a ceux qui vont le finir, quel que soit le pourcentage. C'est ça. C'est bien quelqu'un qui m'a bien briefé. Oui, je sais. Bien joué. Voilà. Et quelles sont les différentes catégories? On va dire que les principales, voilà. Il y a le NI%, donc il y a la catégorie canonique, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible, du début à la fin. À partir du moment où on lance le jeu jusqu'à la fin, il n'y a pas de restriction. En utilisant n'importe quelle technique. Voilà, il n'y a pas de restriction. Tu démarres ton jeu, tu le termines, tu fais
que tu veux. Il faut que tu termines ton jeu, il faut qu'on voit les crédits de fin. Voilà. Après, il y a évidemment le 100%, où là, il faut récupérer alors, soit tous les objets collectables qui composent le 100%. Donc, voilà, ça dépend des jeux, et encore une fois. Ça, au départ, je crois que d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que ça vient de Metroid Prime, de Super Metroid, pardon. Super parce Metroid, que à la fin de Super Metroid, il y a le pourcentage de complétion. Après, dans d'autres jeux, il n'y a pas forcément un pourcentage de complétion à la fin qui est affiché, on va dire. Mais après, les communautés elles-mêmes décident de ce qui compose le 100%. Par exemple, pour Final Fantasy VI, le 100%, c'est récupérer tous les personnages et tous les espers, c'est-à-dire toutes les invocations. Et ne pas faire les rages de Go. Et non, voilà, parce que faire les rages de Go, par exemple, mais ça c'est intéressant comme exemple, parce que c'est vraiment un exemple où la communauté décide de cloisonner en quelque sorte le 100%, de dire voilà, ça rentre dans le 100%, ça rentre pas. Faire les rages de Go, par exemple, il faudrait 30 heures pour les faire. Donc effectivement, là on dépasse les bornes de ce qui est pas de ce qui est possible, ça pourrait se faire. C'est ça. Et puis après, c'est suivant ce que le jeu propose. Par exemple, tu parlais de Super Metroid. Il y a ce qui s'appelle le low %, donc c'est-à-dire de finir le jeu avec le moins de pourcentage de complétion. Donc c'est-à-dire vraiment prendre uniquement que les objets qui nous permettent de terminer le jeu. Indispensable, c'est ça. Mais c'est tout, quoi. Pas de super missiles, pas de missiles supplémentaires, pas de barre de vie supplémentaire. Voilà. Il y a un challenge. Ouais, il y a un challenge, c'est ça. Parce que comme par exemple Super Metroid, pour faire le 100%, il faut récupérer tous les missiles qui sont cachés, les énergies tank, donc qui nous permettent d'avoir plus de vie. Là, on va se restreindre à ça, juste au strict minimum, qui va nous permettre théoriquement de finir le jeu, quoi. Alors, il y a deux éléments pourquoi je pose ces questions. Parce que de ce que j'ai compris, ce sont les communautés qui vont régir les règles. Il n'y a pas une fédération ou une autorité qui dit voici les grandes catégories, voici ce qui compose en tout cas l'objectif, le but, ce qui sanctionne en tout cas la victoire ou le record. Du coup, c'est les communautés qui s'organisent elles-mêmes. Exactement. Est-ce qu'il y a un effet pervers de créer des règles un peu aléatoires Parce que là, on a parlé de any %, c'est bien, mais est-ce que quelqu'un peut dire, vous avez parlé, je ne connais pas Final Fantasy VI, mais tu as parlé de rage de Go, je ne sais pas ce que c'est, mais si quelqu'un va dire, voilà, il faut finir en ayant 2 persos, donc il y a autant de vainqueurs que de règles. Il y a même autant de catégories que des joueurs qui veulent en créer, il n'y a pas de souci. En fait, comme il n'y a pas de fédération, comme il n'y a pas d'entité, on va dire, propre qui régit tout ça, parce que ce serait impossible, en fait, parce qu'il y a autant de catégories qu'il y a de jeux. Et comme il y a des jeux différents à chaque fois, c'est compliqué en fait de dire il y aura toujours les mêmes catégories. Comme je dis, il y a une catégorie canonique qui est le any %. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur tous les jeux, puisque terminer le jeu le plus rapidement possible, peu importe la technique, ça c'est standard. Mais après, effectivement, suivant les jeux, tu pourras avoir ce qui s'appelle des no major glitch, donc c'est-à-dire pas utiliser de glitch majeur qui casse complètement le jeu, etc. OB. Ouais, no OB, voilà, des choses comme ça. Mais par contre, t'as le droit à quelques glitches, mais pas tous. Et ça, c'est pareil, c'est suivant les jeux, c'est suivant les communautés. Après, honnêtement, pour certains jeux que je ne nommerai pas, A Link to the Past, des fois, il y a tellement de catégories que ça en devient un peu ridicule. C'est-à-dire que, bon, effectivement, alors ça devient chacun crée sa catégorie pour avoir son propre record du monde. C'est ça. Bon, il faut qu'il y ait un sens aussi à ces catégories. Et il y a même en tout cas, c'est ce que je pense. Il y a même encore pire, parce que maintenant que les jeux se font patcher, t'as aussi la catégorie. Voilà, t'as différents patchs. T'as le droit de jouer sur si tu veux jouer sur la version 1.0 ou la 1.5 ou la 1. Machin, etc. Et parce que il y a des glitches qui se font patcher, etc. par les jeux. Et c'est pareil, c'est tout un côté un peu pervers, comme tu disais, parce que les gens vont dire ah ouais, mais j'ai envie d'avoir mon record, donc je vais me mettre sur telle catégorie et je vais être tout seul. Mais je vais être content, je vais l'avoir mon record. Ouais. Et puis c'est la même chose pour les runs glitchless par exemple, donc les runs qu'il faut faire sans glitch, sauf que en fait tu peux poser la question à tous les runners qui sont là dans la salle, aucun ne va avoir la même définition de ce qu'est un glitch. Voilà. Donc en fait, comme il y a des mots comme ça qui sont quasiment impossibles à définir, en fait dire glitchless ça veut tout et rien dire, et donc finalement c'est un effet pervers, mais en même temps moi je maintiens l'idée que le fait que les communautés s'auto-organisent et finalement choisissent de manière plus ou moins démocratique, en tout cas
de manière un peu auto... Avec une en forme autogestion. d'organisation. C'est ça. Voilà, C'est de ça. l'autogestion. Un règlement interne. Je pense que dans tous les cas, c'est mieux que d'avoir une espèce de fédération qui gère le truc de Ah, je manière sais verticale même- et qui serait de toute façon impossible. Ce serait impossible, comme je. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas véritablement une forme de Guinness des records, sauf si on considère que le NI% est la forme de base. Disons qu'il y a autant de records que de catégories, d'une certaine manière. Alors, il y a des essais quand même d'équivalent de Guinness Book des records. Il y a des sites internet, par exemple, un site qui s'appelle speedrun.com, qui est né il y a quelques années, et qui a pour objectif, on va dire, de rassembler effectivement la plupart des temps des joueurs, mais avec évidemment aucune obligation de soumettre ces temps. Alors pour certains jeux, ça marche très très bien. Donc on peut vraiment avoir, et puis on a les vidéos, on a accès aux vidéos de tous ces temps. Pour certains jeux, ça fonctionne très bien. Je sais que par exemple pour Super Mario Odyssey, par exemple, ça a très bien fonctionné. Et c'est un des jeux qui les plus renés en fait sur speedrun.com. Après, il y a d'autres communautés qui ont beaucoup rechigné à apparaître même sur le site. Donc même des sites comme ça ne font pas l'unanimité. Je pense à Donkey Kong Country, par exemple, la communauté de Donkey Kong Country qui a mis du temps à accepter d'avoir un autre site. Ils avaient un site pour leur communauté et ils le maintiennent encore d'ailleurs. Et donc de centraliser tout dans un seul et même endroit, des fois c'est un peu compliqué pour certaines communautés qui aiment bien avoir aussi leur propre autogestion. Hein, voilà. Exact. Et au niveau du coup, ça c'est au niveau du jeu en soi, c'est difficile de fédérer en tout cas, mais au niveau de l'événement, est-ce que toutes les communautés se retrouvent, toutes les catégories, tous les jeux se retrouvent dans les events de speedrun? Totalement, oui, il n'y a pas de souci. Nous, la règle primordiale, entre guillemets, c'est d'avoir quelque chose qui est sympa à présenter, mais on n'a pas il ne faut pas que ce soit absolument du 10%. Faut pas que si vous avez une run, si le joueur lui-même a une run qui est vraiment sympa à montrer, qui peut valoir le coup à être présenté, allons-y quoi. C'est ce qu'on a fait. Voilà, il y a des runs qui se sont faits là, quand on a fait la race de Hook. On était 4 joueurs à jouer ce jeu-là, c'est-à-dire que sur le leaderboard on n'est que 4. On est 4 Français et on s'est dit allez, présentons le jeu. C'est un jeu qui est jamais sorti parce que il a pas franchi la ligne d'être publié. Mais voilà, et on s'est dit pourquoi pas. Allez, on va faire ça. En plus on est 4, on peut se faire une petite race à 4. Globalement, ça peut être super sympa à présenter au public. C'est un jeu qui est très court. On l'a fait en 12-13 minutes. Donc voilà, allons-y quoi. Et puis pour des événements comme ça, qui sont des événements plutôt bon enfant, avec un esprit un peu familial, on essaye de conserver cet esprit un peu familial, où tout le monde se sent bien, en plus caritatif. On n'est pas à rechercher absolument la top performance absolue, on n'est pas du tout là-dedans. Que chacun essaye de battre ses propres records chez soi et s'entraîne énormément, etc. Très bien, mais là, c'est pas vraiment le but d'un événement comme ça. L'événement, c'est plus prendre du plaisir à montrer des belles choses. C'est ça. Et même quand un joueur rate un skip à un moment ou rate son saut et donc il meurt et donc il doit recommencer juste un petit passage, tout le monde l'encourage, quoi. Tout le monde n'est pas là en disant il est nul et tout. Enfin, bon, et puis même le joueur, il va être un peu frustré parce que lui, son but, c'est de montrer vraiment la plus belle performance et pourquoi pas réussir à battre son record, etc. On a déjà eu des cas de records battus en marathon, même de cas de record du monde obtenus en marathon. Nous, on l'a eu en 2019 avec un des joueurs qui avait fait une catégorie sur Zelda pas Ocarina, mais Oracle of Age et Season, qui sont les 2 jeux Game Boy. Il les a fait en même temps. Et donc du coup il avait fait ça donc, pour le marathon et c'était il a fait le record du monde là-dessus. Excellent. Voilà, et donc du coup à la fin de sa run il avait présenté bonjour, vous avez assisté à un record du monde et du coup tout le monde a applaudi forcément. C'est le petit plus. C'est le petit plus, mais globalement les gens ne recherchent pas ça. Ce qu'ils veulent rechercher effectivement c'est la performance, le petit truc qui fait perdre un petit peu de temps en théorie sur le jeu et qui va probablement ne pas faire un record, mais qui donne un petit cachet au plus au jeu et à la run, et à la fin le public a adoré et c'est le principal en fait. C'est assez intéressant parce que par exemple moi je viens du jeu de combat. Oui. Où quand il y a un tournoi, déjà c'est identifié jeu de combat. Oui. Et en plus c'est souvent identifié tel jeu. Donc là je vois l'ouverture du speedrun, c'est particulier. D'autant plus que tout le monde participe, c'est-à-dire qu'il y a une hype qu'il faut créer. Ceux qui sont sur le stream ou qui regardent, spectateurs, doivent contribuer à ce que le caritatif fonctionne. Celui qui est joueur aussi, celui qui est commenteur également. Oui. Tout le monde travaille de concert.
Alors que, par exemple, dans les autres communautés, Mhm. nous, spectateurs, ah non, on veut voir un combat. Ouais. Mais Ouais. il y a C'est ça qui est il beau. y a une dynamique qui se rapproche un peu, parce que moi aussi, j'ai du jeu de combat, entre guillemets, mais moi, je suis plus de la communauté Smash. Mais, Ok. mais j'adore aussi tout ce qui est jeux de combat, Tekken, Street, enfin voilà, je trouve que c'est des jeux incroyables aussi. Mais je trouve qu'il y a un petit côté qui se rapproche, parce que comme on est à la recherche de performance, on va s'entraîner beaucoup chez soi à faire des techniques ou une combinaison où on va trouver le bon punish ou la bonne ouverture pour mettre le meilleur combo pour justement à la fois faire beaucoup de dégâts mais en même temps créer un truc sympa. Et derrière, l'objectif, c'est quand on va se déplacer à un tournoi, reproduire ça pour gagner et battre son adversaire et avancer dans le tournoi pour pouvoir par exemple passer sur scène et pourquoi pas faire le show pour le public. Et ça, je trouve qu'il y a quand même des choses, des similitudes qui se retrouvent avec les jeux de combat. Les commentateurs aident beaucoup aussi à ça, le public aussi aide beaucoup à ça. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent aussi du speedrun. Il me semble qu'il y a une différence quand même au niveau peut-être des commentateurs justement. Peut-être que dans le jeu de combat, les commentaires sont moins là pour vulgariser en quelque sorte ce qui se passe à l'écran. Au contraire, on est plus... Enfin, je parle un peu Bien sûr. en néophyte, hein, mais il me semble que dans les jeux de combat, il y a quand même un vocabulaire extrêmement précis, notamment des commentateurs, qui s'enchaînent très très rapidement, qui s'adressent donc du coup plus à déjà des gens qui connaissent, même qui connaissent très très bien. Tu parlais de punish, de pari, etc. Enfin, pas gros point, voilà. Yes. Et donc qui s'adressent directement à des gens qui connaissent vraiment, je pense, la discipline et même les rouages précis de la discipline. Alors que dans un événement de speedrun, les commentateurs, on va plutôt leur demander de vulgariser un peu la chose en expliquant aux gens comment ça fonctionne. C'est quoi un skip voilà, en rappelant un petit peu, notamment les termes qu'ils utilisent régulièrement. Le glossaire. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un jeu de combat. Et même pour les spectateurs qui regarderaient effectivement comment dire, des événements de jeux de combat sans connaître forcément tous ces rouages-là, ils peuvent se laisser prendre au jeu, se laisser prendre par la vitesse du truc, par le dynamisme et comprendre même juste visuellement ce qui se passe. Pour le speedrun, des fois, il y a certains glitches, notamment, s'ils ne sont pas bien expliqués et bien vulgarisés, notamment, pour être accessibles à tout un chacun. C'est vrai. On peut perdre les gens plus facilement, je pense. Ça dépend des jeux. Il y a un aspect naturel par rapport à ça, c'est-à-dire que le jeu de combat, c'est sur un même jeu. Et c'est pas la première fois que les gens voient le jeu. Donc, bien sûr, quand tu arrives, tu n'es plus à l'étape Day One où tu découvres le jeu. Donc, tu as bien envie d'en apprendre plus sur l'aspect professionnel. En tout cas, l'aspect peut-être Day 20. Oui. Là où sur le speedrun, il y a tellement de jeux différents. Oui, tout à fait. Qu'on va découvrir, ouais. Tout le monde, parfois, se retrouve au Day One. C'est ça. Même un grand speedrunner qui est un world record man peut être en Day One. Mais ça, c'est super important. Alors, je sais pas ce qu'il en est des jeux de combat, mais j'imagine que quand on est un maître dans un jeu en particulier, même si on passe à un autre jeu, alors évidemment, il y a des choses à réapprendre. Ouais. Il me semble qu'on aura plus peut-être de facilité. Il y a des similitudes. Voilà, à maîtriser les plus simple. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le speedrun, parce qu'on peut être absolument maître dans un jeu en particulier, dans un jeu de plateforme, dans Mario. Il suffit de passer à un autre jeu qui soit même un jeu de plateforme. Hein, mais même un autre Mario, qui a d'autres mécaniques, qui a d'autres nuancés de saut, etc. Complètement paumé. Le jeu de combat, c'est un genre en entier. Là où le speedrun, c'est tous les genres du jeu. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Okay. Mais du coup, moi, je me posais une question, parce que c'est bien beau le caritatif, etc. Mais de la compétition de speedrun, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ça a déjà été fait. Notamment en France, il y a eu le Barrière Show, qui était une compétition de speedrun avec des dotations. Il y avait 5000. Alors, il y avait 4 jeux qui étaient speedrunnés et chaque gagnant gagnait 5000 €, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une scène, c'était au Casino Barrière à Lille, qui était commentée en format un peu vraiment 1 contre 1, justement. En fait, il y avait une sélection, il y avait une étape en ligne, c'est-à-dire il fallait publier son meilleur temps à l'instant T. Et après, les 4 meilleurs ou les 2 meilleurs, en tout cas, ils retenaient les 2 meilleurs pour faire une finale sur la scène. Justement en mode un peu jeu de combat où là ils s'affrontent et là c'est le principe vraiment d'une race, sauf que là autant nous sur le côté caritatif on est là pour faire un peu le beau jeu, pour faire expliquer un peu, vulgariser, faire comprendre que ça beau d'une race, on est quand même là pour s'amuser. Sur le coup là sur la race là t'as quand même un peu d'argent en jeu, donc
t'y vas à fond, quoi. Alors, moi, je suis assez, comment dire, assez tranché par rapport à ça, et j'assume. Alors, tu parles du casino barrière, etc. Bon, déjà, rien que ça se passe dans un casino, bon, voilà. Donc, moi, je suis totalement contre le fait qu'il y ait des cash prizes, par exemple, dans le speedrun. Dans les pratiques compétitives, par contre, il y a une autre organisation qui fait de la pratique compétitive de speedrun, mais sans dotation, et vraiment... c'est l'Ultime Décathlon, par exemple. C'est vrai. Merci. Qui existe depuis quelques années. Il y a un rapport avec la marque ou pas du tout? Qui n'ont pas de rapport avec la marque, mais Décathlon la discipline. C'est la discipline, le décathlon. Ouais, et parce qu'il y a 10 jeux. 10 jeux, ouais. Parce qu'il y a 10 jeux à runner. Et là, pour le coup, avec ils cherchent vraiment des très hauts niveaux de performance, avec des compétitions entre les différents joueurs. Il y a vraiment des comment dire, différentes étapes. C'est comme un championnat, en fait. Et c'est très bien mené, et ça fait vraiment du beau spectacle. Mais c'est une approche totalement différente de celle d'un événement caritatif, mais c'est pas comment dire, corrompu ou souillé par la présence de l'argent. Moi, honnêtement, dans le speedrun, c'est vraiment quelque chose. Je comprends totalement la présence de cash prize dans les jeux compétitifs, dans le jeu de combat, etc. Ça, je le comprends dans totalement. l'e-sport, ouais. Dans l'e-sport, vraiment au sens, on va dire, le plus courant. Par contre, j'espère que le speedrun, qui est une discipline e-sportive d'une certaine manière, mais un peu différente, et qui est pas fondée sur la même recherche, sur les mêmes bases. J'espère que c'est une discipline qui sera le plus longtemps possible épargnée par la recherche, par la recherche de l'argent et par les dotations. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce que justement, je fais souvent la comparaison e-sport et sport, parce que le jeu de combat, forcément, on peut comparer ça aux arts martiaux, etc. Pour moi, le speedrun, c'est clairement du marathon, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, etc., selon les catégories, etc. Donc, s'il y a de l'argent dans le jeu de combat, je ne vois pas de mal à ce qu'il y ait de l'argent dans la compétition de speedrun non plus. Bah, je trouve ça un peu différent. Enfin, si tu veux, pour moi, si on prend la comparaison entre le speedrun et le jeu de combat, le jeu de combat, en fait, il y a par exemple un 1v1, et puis tu peux construire tout un événement avec un seul jeu, par exemple, avec plein de joueurs qui viennent d'horizons différents, qui jouent sur le même jeu avec les mêmes chances au départ, les mêmes, tu vois, et à la fin, il y a un vainqueur, qui gagne un prix, pourquoi pas. Pour le speedrun, c'est un peu différent, parce que il me semble que c'est une discipline qui est au départ plus individuelle. J'ai l'impression que de faire des enfin, après, c'est une impression vraiment très très individuelle, hein, mais faire des races comme ça et mettre de l'argent au bout, j'ai l'impression que ça dénature. Ouais, voilà. J'ai vraiment cette sensation là. On est tellement depuis plus de 10 ans maintenant très cantonné à on va dire à côté caritatif, parce que justement depuis maintenant 10 ans, il y a beaucoup d'événements caritatifs autour du speedrun. Donc c'est vrai, quand on parle de speedrun, on l'associe très souvent à caritatif, alors que jeu de combat ou jeu en équipe ou quoi que ce soit, on l'associe un peu plus à e-sport. Et c'est vrai que quand il y a une initiative effectivement qui essaye un peu de contrecarrer un peu tout ça, effectivement, t'en as qui voient peut-être comme une nouveauté, et peut-être que ça peut amener de nouvelles choses, mais en même temps, ça casse un peu le truc, parce que c'est vrai que c'est beaucoup une discipline personnelle. Beaucoup de gens y voient juste un moyen de se surpasser, mais sans justement aller plus loin, et de lui dire tiens, essaye de gagner de l'argent, essaye de faire ta vie avec, ou quoi que ce soit, essaye de te dépasser encore plus. Peut-être que ça peut gêner effectivement beaucoup plus de personnes. Et il y a quand même une mesure tampon dans le speedrun, c'est que le jeu de combat, comme tu disais, c'est un 1v1, donc il faut que je te batte pour gagner. C'est ça, exactement. Alors de l'autre côté, je dois battre un record. Voilà. Donc ça fait quand même une certaine nuance qui fait qu'on n'a pas besoin de s'affronter. C'est ça. Et donc, le fait que je gagne ne te fait pas automatiquement perdre. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que dans le jeu de combat, le gagnant crée automatiquement un perdant. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Il n'y aura jamais difficilement du match nul. Alors que sur du speedrun, c'est plus toi qui vas aller te battre toi-même principalement. Et après, peut-être aller chercher plus loin, mais globalement, tu vas surtout te chercher toi-même. C'est plus de la recherche de performance. Puis, il y a autre chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est que mettre de l'argent dans le speedrun, ça aurait pour conséquence, j'imagine automatiquement, de concentrer l'argent sur les jeux les plus hype. Ouais. Ce qui renforcerait encore cette sensation qu'il y a
des jeux qui méritent d'être speedrunnés, d'autres qui ne le méritent plus. Et en fait, la chance qu'on a dans le speedrun, c'est que c'est aussi une formidable manière de sauvegarder une culture vidéoludique. Parce qu'il n'y a que dans des événements de speedrun comme ça que tu vas voir un jeu comme Hook, par exemple, qui n'est jamais sorti, que tu vas voir des jeux sur Atari 2600, que tu vas voir des jeux NES, même des remakes ou des remakes de Super Mario qui sont très très peu connus et qui ne rapporteraient absolument jamais d'argent s'ils étaient s'ils étaient mis dans des compétitions e-sportives. Et là, le fait qu'il y ait des gens qui se disent voilà, je vais runner ce jeu-là, qui est un jeu un peu obscur, un peu inconnu, parce que j'ai rien à y gagner forcément à part un certain plaisir personnel. Ça permet de faire vivre ces jeux-là aussi. Et j'ai peur qu'en mettant de l'argent, tu vois, sur des jeux comme Mario Odyssey, sur Zelda Breath of the Wild, sur, je sais pas, Elden Ring qui va sortir, là, du coup, il y a une espèce d'engouement pour ce jeu-là, et puis que les autres jeux soient délaissés, et qu'on perde un peu cette sauvegarde comme ça, de cette culture vidéoludique qui a tendance malheureusement à disparaître aussi avec les consoles qui disparaissent au fur et à mesure. C'est quand même une manière de revoir tout simplement ces jeux d'il y a 20, 30 ans et qui souvent ne sont plus joués par ailleurs. On l'a vu bien, nous on le sait, parce que dans le jeu de combat, dès qu'il y a un nouveau jeu de combat qui sort, c'est la mort de l'ancien. C'est un peu ça aussi, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis est très vrai d'ailleurs, parce que il n'y a que dans le speedrun qu'on revoit les anciens jeux qui reviennent et les jeux rares qui n'ont pas forcément une, entre guillemets, communauté. Ouais. Et vous avez quand même la chance... D'ailleurs, il faut que je revienne là-dessus. Vous avez la chance d'avoir une grande présence en stream sur des jeux, entre guillemets, peu populaires. Parce que l'étiquette speedrun ramène du monde. C'est vrai. Là où le jeu de combat, il faut être soit un champion, soit très divertissant, soit jouer au dernier jeu qui vient de sortir. Oui, c'est vrai. Et peut-être même les trois, des fois. Là où le speedrun, on n'est pas obligé de jouer au dernier jeu qui vient de sortir. On n'est pas forcément obligé d'être le plus performant. Et on peut mettre la hype ou pas, ou jouer sur les différents aspects. On n'est pas obligé d'avoir les trois en tout cas. Et ça permet de découvrir. C'est vraiment un musée, comme tu disais. Après, là, il y a aussi maintenant ce nouveau phénomène un peu qui commence à devenir un peu pervers. C'est quand un nouveau jeu sort, il faut absolument le speedrunner. Ah oui. Et ça peut-être on commence, parce que justement comme le speedrun devient un peu plus populaire via les Games Done Quick, via le fait que effectivement on commence à découvrir de nouveaux trucs sur des nouveaux jeux, etc. Dès qu'il y a un nouveau jeu, là on l'a vu avec le dernier Metroid qui est sorti sur Switch, tout le monde a commencé à taffer pour pouvoir tout de suite avoir les meilleurs temps. Alors c'est génial parce que ça permet effectivement, quand il y a un nouveau jeu qui sort, on le finit vite et on commence à pratiquer. Mais il y a aussi ce petit phénomène justement où il faut être tout de suite le meilleur. Parce que si je suis le meilleur, je vais peut-être commencer à concentrer peut-être une popularité un peu sur moi, etc. Et justement avec Twitch, l'effet devient de plus en plus grand. Parce que tu disais sur les jeux de combat, il faut que ce soit le meilleur, il faut que ce soit le dernier jeu, et en plus de ça, quelqu'un qui est un peu divertissant, pour pouvoir commencer à construire une petite communauté. Et là, sur Speedrun, effectivement, ça commence à devenir à peu près pareil, quoi. T'as quand même des jeux très anciens qui ont une forte communauté qui continue à s'émuler entre eux, mais il y a aussi, ça commence, je dis bien, c'est encore petit, mais ça commence à avoir cet effet-là aussi. En même temps, c'est aussi un engagement de faire du speedrun, parce que même pour Metroid Dread, qui est effectivement un jeu que tout le monde a voulu speedrunner dès sa sortie, ça va se tasser au fur et à mesure des mois, lorsqu'il sera passé une fois au JDQ, au Games Done Quick, l'été prochain, ça commencera à se calmer un petit peu, j'imagine, comme Mario Odyssey. C'est vrai. Mais en même temps, c'est aussi un engagement. Je pense aux gros streamers, par exemple, qui... quand ils se mettent à faire du speedrun, perdent souvent la moitié de leur public, qui ne sont pas forcément là pour voir ça aussi. Donc, effectivement, il y a un effet pervers. Et en même temps, faire du speedrun, c'est aussi affirmer quelque chose, je pense. Enfin, affirmer un certain désir de prendre le jeu d'une manière différente, de se donner un défi à soi-même, d'accomplir vraiment quelque chose un objectif qu'on se fixe, et effectivement c'est pas forcément en lien avec absolument avoir le record du monde. Pour Metroid, ça peut être juste, par exemple, essayer de finir le jeu en moins de 3 heures, par exemple. Voilà. Ça. Et c'est déjà, et certains vont s'arrêter là, certains vont aller au-delà, et je trouve que c'est ça qui est aussi beau, c'est la variété en fait dans la manière d'aborder
d'aborder la discipline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des records tout le temps. Voilà, on peut juste se donner un défi personnel et voilà, et s'y tenir, et c'est déjà un plaisir en soi. Il y a déjà un parallèle avec l'ICM, parce que le speedrun, il y a beaucoup de recherche aussi. C'est vrai. Parfois, un scientifique devant le jeu, on doit le décomposer en plusieurs aspects, faire beaucoup de tests, d'essais, et pour arriver au plus loin possible, on développe une certaine expertise. Mais ça, c'est un peu. On parlait du jeu de combat aussi. J'imagine que c'est un peu similaire. Dans le jeu de combat, il y a des. Enfin, je crois savoir qu'il y a des gens qui jouent moins au jeu, mais qui prennent beaucoup de plaisir à aller étudier les hitbox de tous les personnages, de voir en combien de frames tel coup. La frame data, voilà, combien de frames dure le coup, où ça touche, etc. Ils décortiquent tous ces trucs et ils élaborent les stratégies optimales. Puis ensuite, c'est peut-être d'autres joueurs qui vont mettre en pratique ces stratégies et faire du 30 combos d'affilée. Ouais. Et il y a des jeux qui permettent encore plus d'aller plus loin, comme des Marvel, où on a des nouvelles routes de combos, comme il y a plusieurs personnes, aller être plus dans la créativité. Il y en a un, c'est leur domaine, oui. Mais ça, comme c'est super Desk, intéressant, le fait que tu parles de route, parce que c'est le même terme qu'on utilise dans le speedrun. On parle de routing. Et effectivement, il y a des gens qui préfèrent faire ça, en fait, qui font du routing, c'est-à-dire quand un jeu sort, ils cherchent la route optimale. Ils vont même pas forcément la runner après, mais juste ils déblaient le les partenaires de l'ombre. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais ça. c'est pareil aussi. Moi, je parle d'un jeu, qui est un de mon jeu du cœur et de la vie, c'est Smash Bros Melee, qui, pareil, au début, c'était un simple jeu Smash, et puis en fait, les joueurs ont trouvé des techniques avancées, justement, en découvrant tiens, je peux faire ça avec le jeu, et en fait le jeu a regagné une popularité grâce à ça, justement parce que en fait on est passé complètement d'un cadre, on va dire, party game à devenir un vrai jeu ultra technique, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé des moyens de se déplacer super rapidement avec des personnages, et c'était juste phénoménal, quoi. Comme les Wave Dash. Les Wave Dash, Waveland, il y a plein de techniques, genre Fox qui peut faire des shines à volonté, enfin voilà, c'est juste trop bien, enfin quand c'est fait exécuter à la perfection, et c'est juste du bonheur, quoi. J'aimerais revenir par contre sur ce qu'on disait par rapport à Twitch. D'ailleurs, ça peut aller dans ton sens, parce que Twitch est une façon détournée d'introduire l'argent dans le speedrun, et on voit directement l'effet pervers dont tu parlais, de pouvoir restituer les jeux qui ont le plus de communauté. Il y a deux questions que j'aimerais poser, c'est de savoir déjà, est-ce que l'un empêche l'autre, parce que le speedrun, au final, c'était une catégorie de niche, mais vraiment de niche. Ça l'est encore. Ça l'est encore, ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, ça se popularise. Est-ce qu'il y aura encore ceux qui vont toucher, entre guillemets, le mainstream, et la niche qui continuera de faire son chemin jusqu'à ce que peut-être même la niche devienne le mainstream. Parce qu'il y a des vieux jeux qui vont redevenir mainstream. Je pense que Doom et Metroid vont toujours avoir du public. Ouais. Et il y a ceux qui vont s'attarder sur les nouveaux jeux, pour les débutants du speedrun qui peuvent venir s'émerveiller de nouveaux graphismes. Parce que bon, moi je suis un fan de ce Metroid, c'est ma génération, mais je sais que je vais pas montrer ça à un jeune d'aujourd'hui. Voilà, ou Flashback, quoi. Il va me dire, c'est pas impressionnant pour moi ton jeu. J'aime beaucoup Flashback en plus. Qui était très beau à l'époque. Je comprends. Ah oui, à l'époque, il était fou. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un. Mais même un plus jeune, lui montrer un speedrun de Mario Bros 1 et lui montrer un speedrun de Mario Odyssey, il va peut-être plus s'émerveiller sur Mario Odyssey, parce que nouveau graphisme, nouvelle console, enfin la Switch il l'a, enfin voilà, c'est plus simple, on est d'accord. Et au-delà de savoir si l'un n'empêche pas l'autre, bon, je pense que la question se répond à elle-même. Aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est avec l'évolution de la technologie, donc les choses sont plus facilement partagées, que ce soit sur Twitch, sur les Discord. Quel est l'impact que ça a eu sur le speedrun, notamment au niveau de l'IRL? Est-ce que les gens préfèrent maintenant rester chez eux, parce que c'est du spectatorat au final, à regarder, parce que par exemple, je vais aller plus loin, dans le jeu de combat, quand on vient à un tournoi, même un débutant peut participer et jouer. Oui. Dans le speedrun, que l'on soit sur place ou à la maison, on est spectateur. Donc, est-ce que Twitch a eu un impact drastique, YouTube aussi, sur les événements IRL dans le speedrun? Alors peut-être sur la première question, sur le fait que le speedrun sur Twitch, en fait, c'est une manière détournée d'introduire de l'argent. Alors effectivement, d'une certaine manière, après, je pense que vraiment les speedrunners purs qui ne font que ça,
c'est pas ceux qui sont, à mon avis, les mieux payés sur Twitch quand D'accord. même. Déjà C'est difficile, c'est quand même difficile d'avoir une grosse Il n'y en a pas énormément communauté. aussi. Hein, ouais. C'est quand même difficile d'avoir une communauté, disons, viable uniquement sur Twitch. C'est un peu comme on parlait des sportifs tout à l'heure, de la comparaison avec les sportifs. Le speedrun, ça, pour l'immense majorité des sportifs, c'est comme des sportifs un peu amateurs en fait. Enfin, ou en tout cas semi-professionnels qui sont pas payés pour ça. Ils ont souvent un métier à côté et le speedrun, c'est une discipline qu'ils pratiquent un peu sur leur temps libre. Donc, à part effectivement les runners les plus en vue ou ceux qui ont vraiment marqué un peu l'histoire du speedrun, qui ont toujours peut-être des centaines de viewers, même quand ils jouent à Super Metroid. Je pense à Zost par exemple, qui joue à Super Metroid, qui a toujours beaucoup de viewers. C'est DFG. Mais voilà, mais ça n'arrivera jamais au niveau des communautés, des streamers les plus influents, notamment des streamers d'e-sport, League of Legends, il y a eu PUBG il y a quelques temps, les streamers de Fortnite évidemment. Bon voilà, ça n'arrivera jamais, ça ne pourra jamais arriver à ce niveau parce que c'est pas fait pour ça en fait, tout simplement. C'est pas. Non, et puis comme on l'a dit, ça reste quand même encore une discipline de niche. Et du sur cœur. des jeux de niche. Ouais. Enfin voilà, la plupart des jeux, c'est pas des Fortnite, c'est pas du LoL. Enfin, il n'y a pas beaucoup de speedrun dessus. Donc forcément, de la niche de la niche, ça crée pas une grosse émulation, on va dire, à ce niveau-là en termes de popularité sur Twitch. Il y en a qui arrivent à en vivre un peu. Et parce qu'ils font d'autres choses à côté aussi. Parce que c'est côté, déjà des gros streamers à côté qui ont déjà une grosse communauté et qui ensuite font un peu de speedrun à un moment ou à un autre. Et donc la communauté s'en empare de ça. Mais vraiment faire que du speedrun, ça me semble Pas forcément viable. C'est pas en tout cas. C'est pas recommandé, on va dire. C'est pas recommandé. C'est pas la chose qui rapporte le plus d'argent sur Twitch, en tout cas, c'est clair. Mais après, pour l'IRL, en ce qui concerne l'IRL, alors effectivement, au départ, ça a quand même été pendant longtemps une discipline effectivement où chacun était un peu dans sa chambre, même quand on se comme tu disais tout à l'heure, quand on s'échangeait les démos, on appelait ça les démos de Quake, de Doom, et qu'on s'envoyait ça sur Internet. Bon. Mais effectivement, le fait qu'on puisse streamer notamment, et le fait qu'il y ait des événements qui se créent, ça a permis à ces gens de se rencontrer et finalement de créer des communautés assez fortes en fait. Oui. Nous, on a l'expérience ici avec le French Rostream, mais finalement, on retrouve les mêmes gens d'année en année et on crée des liens qui sont des liens, mine de rien, assez forts. Même si, comme tu disais, effectivement, c'est d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est pas comme dans le jeu de combat où effectivement, les gens qui viennent sont plutôt des participants souvent, même s'il peut y avoir des spectateurs par ailleurs, mais souvent, les gens qui participent tous au tournoi. Ouais. Là, effectivement, le speedrun, il y a quand même dans les événements, en tout cas, il y a quand même une barre d'entrée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir maîtrisé un peu son jeu, même si nous, en tout cas, de notre côté, on essaye le plus possible de donner sa chance au plus grand nombre possible. Et à des jeux un peu moins connus, à des gens qui essayent de proposer des choses un peu nouvelles. Dans l'intégralité du planning qu'on a, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les records du monde ou des très gros records, en tout cas, se rapprochant du record du monde sur tous les jeux. Mais par contre, soit ils s'en rapprochent, ils sont vraiment pas si loin que ça, ou alors ils ont ce côté un peu. Le jeu est quand même super cool à regarder, même si on n'a pas un temps super optimisé. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut faire ce genre de choses, et même si on joue pas au même jeu, juste le fait de découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles personnes, et il y en a qui sont joueurs, il y en a qui sont spectateurs, il y en a qui viennent pour juste profiter de l'événement, découvrir de nouveaux jeux, des nouvelles personnes, et c'est cet effet qui fait qu'on se crée une communauté. On joue pas spécialement au même jeu, mais on partage la même passion, quoi. D'accord. Donc l'IRL a de beaux jours. Ouais. L'IRL est toujours en vogue. Et on va finir sur des questions d'opinion. Hein. TAS ou naturel, je sais pas c'est quoi l'autre terme.
Ah, non. Speedrun normal, oui, Ouais. ou tout Naturel l'assisted, ou c'est TAS? ça, ouais. Alors, moi, j'ai toujours été plutôt speedrun naturel, avec des glitches, pas glitchless, parce que de toute façon, personne ne peut le définir. Donc Ouais. voilà, Voilà. speedrun de base, normal. Le NI%. Le NI%, alors des fois avec des petites adaptations, mais le speedrun de base. Le TAS, j'aime bien aussi, mais en fait, le fait que ce soit une machine qu'il fasse et puis des choses qui soient impossibles à faire en tant qu'humain, en fait, j'arrive pas vraiment à être fasciné par ça, en fait. Parce que je me dis, en fait, c'est pas reproductible à la manette. Donc je vois plutôt ça, si tu veux, comme une manière de trouver peut-être des idées de choses à tenter, tu vois. On parlait de la recherche tout à l'heure, peut-être comme des trucs d'un peu de recherche, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à être fasciné par un TAS. Même très très optimisé, magnifique, etc. J'ai vraiment du mal. Ok. Bah, moi, je suis plus orienté pareil naturel, mais j'arrive à m'émerveiller quand je vois du TAS, notamment sur certains jeux. Alors pas tous, mais certains jeux. Regarder du speedrun, genre moi, mon TAS préféré, c'est la run 120 étoiles de Mario 64, qui est en 1h20, et c'est juste exceptionnel. Enfin, de voir, en fait, c'est quelque chose ils ont mis 5 ans pour pouvoir bien tout mettre, et à la fin, le produit fini, il est juste fantastique. Et juste, bah voilà, c'est ce travail, en fait, le travail de recherche et de créativité. Et on en parlait justement avec une des chercheuses de l'Institut du cerveau. Bah, c'est toute cette partie créativité qui peut permettre de faire des choses exceptionnelles dans un jeu vidéo. Alors oui, effectivement, c'est pas spécialement reproductible à la manette pour un humain normal, mais il y a quand même cet aspect, aller vraiment au bout du bout de ce que le jeu peut te proposer. Et mine de rien, j'aime beaucoup cet aspect-là, mais c'est pas, on va dire, c'est vraiment un gros 80% de naturel. Moi, je veux voir quelqu'un réussir quelque chose à la manette, mais vraiment de voir un peu ce qui peut être fait. Et juste après, je te laisse la parole. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une phrase qu'avait dit Maman, donc notre président de l'association, qui s'appelle Maman, oui, qui nous avait dit, justement, en parlant de l'Institut du cerveau, ça tombait sous le sens parce que s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de speedrun, en fait. Waouh. Mais tu vois, juste pour finir là-dessus, mais sur le TAS, en fait, j'admire beaucoup plus et je suis plus fasciné en fait par le parcours de recherche, par le processus créatif, comme tu disais, la manière dont... Et j'aime beaucoup, par exemple, voir les gens qui sont en train de faire le TAS, c'est-à-dire de produire leur TAS, de chercher les trucs, d'enregistrer tel mouvement plutôt que tel autre, etc. Vraiment le processus en train de se faire plutôt que le produit fini. Là, par contre, ça, le processus créatif du TAS, ça m'intéresse beaucoup. Mais parce que c'est de la recherche. Exact. Oui. Voilà. On conseille chacun un speedrun. Moi les speedruns que j'aime regarder, c'est du TAS, c'est du Smash. Ah oui, les Smash. En TAS, du Smash, sont beaux à voir. Le Smash Bros. le Smash Bros. Brawl, justement, Falco contre Fox, voilà, qui est un combat de Dragon Ball Z. D'accord, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui est juste infaisable, mais c'est vrai que c'est très très drôle à regarder. Ouais. Mais c'est justement pour cet aspect justement où, en fait, là, on cherche pas vraiment à faire une performance pure dans le jeu, en fait. C'est un spectacle. C'est un spectacle, et ça, c'est ce que j'aime bien justement dans le TAS, ouais. Mais aussi dans un speedrun classique aussi, parce qu'il y en a qui recherchent justement plus à faire le truc qui visuellement est exceptionnel plutôt que le plus optimisé. Ouais. Est-ce que je peux dire que le speedrun naturel, c'est du théâtre, là où le speedrun en TAS, c'est du cinéma? C'est une belle comparaison. C'est intéressant. J'aime bien. Ouais. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais. Il y a quelque chose à creuser là. Ouais. All right. Et toi? Alors moi, le task que je partagerais, c'était le 120 étoiles de Mario, je crois, mais sans sauter. Je crois qu'ils avaient fait ça à un moment. Ils avaient fait un speedrun de Mario 64 où ils avaient fait le jeu sans sauter. Mais vraiment sans sauter. Donc ils ont dû chercher des techniques pour faire des glitches, pour pouvoir faire des sorts de sauts sans sauter. Donc sans le bouton A. Je vais trouver ça magnifique. Excellent. Et on finit par toi? Moi, si je devais conseiller un seul speedrun, c'est le jeu du cœur, évidemment, c'est Final Fantasy VI. Voilà, que j'ai moi-même speedrunné et que notamment le 100% no wrong warp, c'est-à-dire sans une certaine technique qui permet de traverser des séquences entières. Qui est vraiment esthétiquement magnifique, que je trouve très beau et quand je le fais, parce que je le fais régulièrement quand même juste pour le plaisir, pour le coup, m'émeut beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, je suis vraiment ému. C'est plus le jeu.
non, c'est pas le jeu, c'est vraiment le tout, c'est le speedrun Mm. lui-même. C'est-à-dire la route est très belle, je trouve la route belle, je trouve le plaisir de jeu très beau, et rien que d'en parler comme ça je sais pas, c'est un speedrun qui me touche beaucoup. Voilà. Excellent. Donc on peut ressentir beaucoup d'émotions en faisant du speedrun. C'est vrai. hein, En tout cas, ça s'entend. Mhm. Ah oui, il y a enfin, quand on arrive à aller au-delà de ce que, enfin, quand on arrive à se battre à chaque fois, ne serait-ce que juste voilà cette recherche de performance et de réussir à aller. Au début, quand on commençait, jamais, enfin moi, quand j'ai commencé des speedruns et que j'ai récupéré notamment des records enfin le record du monde sur le jeu, vraiment le jeu où j'ai le plus poncé. Bah, il y aurait eu moi d'il y a 4-5 ans, jamais il aurait pensé à aller à ce niveau-là. En fait, il a juste commencé ce jeu-là parce que il avait retrouvé ça sur une borne d'arcade avec un Raspberry à l'intérieur où il y avait tous les émulateurs, tous les jeux. Il s'est dit tiens, pourquoi pas. Et puis justement parce qu'il avait commencé un peu à parler de speedrun, à regarder un peu de speedrun, il s'est dit tiens, pourquoi pas regarder celui-ci. Et tu es pourquoi pas, allez, on essaye. Et au début, on commence, on fait un temps tout pourri, et au final, au fur et à mesure, on gratte, et là, on arrive au moment au Saint Graal de récupérer le record du monde, et là, c'est l'extase, quoi. Bah donc, en avantage, en tout cas pour le commun des mortels, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi un truc important pour les parents. Sachez que c'est très rentable, parce que si votre enfant fait du speedrun, vous n'avez pas beaucoup de jeux à acheter. Ça, c'est vrai. Très bon conseil, très très bon conseil. D'autant Des plus, centaines d'heures sur le même jeu. c'est ça. Et vous pouvez lui filer Aucun un vieux souci. jeu, il n'y a pas de Ah oui, problème. c'est bon, ressortez la NES du grenier, aucun souci. Voilà, donc c'est jusqu'à tous les points, c'est contre le consumérisme, c'est très bien le speedrun. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir accordé cette interview. Bah, merci beaucoup. Merci à Moi, vous je pour suis l'invitation. épaté par le speedrun. Je découvre, hein, je regardais juste comme ça pour découvrir. C'est un jeu que j'ai pas envie de faire en vrai. Et pour le coup, ouais, c'est appréciable de voir toute la communauté qu'il y a derrière, surtout cet aspect, la nature du partage, que ce soit au niveau caritatif, au niveau des tips, des tricks, pour dire les astuces en tout cas, et les choses bonnes à savoir. Ça, c'est très intéressant et c'est la seule discipline qui crée du multijoueur là où il n'y en a pas. Donc ça, c'est cool à voir. Merci à vous deux en tout cas. Merci à vous. Merci Je beaucoup. rappelle que c'est le French Restream. On est en direct de Interglitch dans les locaux de ICM. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz, et nos deux invités très spéciaux. Donc, on a Chacha Max et Swan, a.k.a. John Doe. Tout. C'était Izu DW. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.